Bienvenue sur Mondo Woman, la radio des femmes. C'est la première maladie génétique mondiale, souvent méconnue du grand public. Pourtant, 50 millions de personnes en sont malades dans le monde. Et en Afrique, ce sont chaque année 200 000 nouveau-nés qui naissent avec la maladie. Tandis qu'en Europe, le nombre d'enfants naissant avec la drépanocytose ne cesse d'augmenter. Nous avons invité Mulinga Chinyembe, présidente de l'association Espoir Opelikia, Vaincre la drépanocytose, pour nous aider à comprendre la maladie et nous expliquer le rôle de son association. Bonjour Mulinga, j'aimerais que vous expliquiez à nos auditeurs qui vous êtes et pourquoi vous vous battez contre la drépanocytose et que vous nous expliquiez aussi c'est quoi donc la drépanocytose et quelles en sont les origines. Bonjour à vous et merci de me recevoir. Je suis donc Mulinga Chinyembe, présidente de l'association Espoir Opelikia, Vaincre la drépanocytose. Avant toute chose, je souhaiterais apporter une précision. Je ne suis absolument pas médecin. Je suis maman d'un enfant drépanocytaire. Et les réponses que je vais apporter sont liées à mon expérience en tant que maman d'un enfant drépanocytaire et par rapport à mon engagement au sein de notre association. Alors, qu'est-ce que la drépanocytose? La drépanocytose est une maladie du sang. C'est une maladie génétique car on l'hérite de ses parents dès la conception. Le sang est composé de plusieurs éléments dont les globules rouges. Ces globules rouges sont produits au centre des os et sont composés d'un élément essentiel, l'hémoglobine. Cette hémoglobine assure le transport de l'oxygène dans le sang pour le distribuer à tous les organes. Dans cette hémoglobine, il y a deux chaînes, alpha et bêta, et le problème se situe au niveau de la chaîne bêta. Lorsque la chaîne bêta de cette hémoglobine est SS au lieu d'être AA, elle est dite anormale, l'enfant né drépanocytaire est donc malade. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut impérativement que les parents soient chacun porteurs d'au moins un gène S et qu'ils le transmettent à leur enfant pour qu'il soit malade. Donc c'est une maladie qu'on appelle autosomique récessive. C'est vraiment la combinaison des deux parents qui fait qu'on a un enfant malade. Sinon, lorsqu'on a simplement le gène S, on est dit porteur du gène S et en principe, on ne développe pas les symptômes, comme de la même façon en tout cas qu'un enfant SS. Donc voilà ce que je peux à peu près dire de la drépanocytose, qu'on retrouve également sous d'autres termes, anémie falciforme, SS, comme on dit communément au Congo, ou sickle cell disease en anglais. La drépanocytose est une maladie qu'on va trouver de façon plus fréquente en Afrique, aux Antilles, en tout cas chez les populations d'origine africaine. On la retrouve également en Inde, au Brésil. Donc, il y a cette particularité par rapport aux origines qui s'explique a priori par le fait que dans ces zones, il existe donc une maladie qu'on appelle le paludisme. Donc, a priori, il y a une centaine d'années, en résistance au paludisme, donc il y a eu une mutation du gène A en S. Donc, le corps a développé cette résistance pour se protéger du paludisme. Et c'est comme ça que cette maladie serait plutôt caractéristique des populations afro. Quels sont les symptômes de la maladie et à quel âge interviennent les premières crises? Les symptômes de la maladie vont plutôt dépendre en fait d'une personne à l'autre déjà, et puis pour la même personne d'un moment à l'autre. C'est assez imprévisible. Globalement, les personnes souffrant de drépanocytose sont des personnes anémies parce que elles vont avoir un taux d'hémoglobine plus basse que la moyenne. Quand la moyenne tourne à peu près autour de, on va dire, 12-14, les personnes drépanocytaires ont un taux d'hémoglobine entre 7 et 9, voire même entre 6 et 9. Donc, c'est cause d'anémie, de la fatigue, de l'essoufflement, des vertiges. Ces personnes sont également sensibles aux infections de tout type, aux virus, pneumonie, aux grippes, méningite, hépatite.
elles souffrent plus fréquemment de crises douloureuses qu'on appelle des crises vaso-occlusives, qui sont causées par une mauvaise circulation du sang et un manque d'oxygénation dans les tissus. Ce qui se passe, c'est qu'avec la drépanocytose, le globule rouge va se déformer à un moment donné et prendre la forme d'un fossile. D'où le nom d'ailleurs drépanocytose, car fossile en grec, on dit drépano et cytose des cellules. Donc les globules rouges vont se fabriquer normalement, mais à un moment donné, ils vont se déformer. Et les globules rouges normaux et les globules rouges anormaux vont cohabiter. Et ça crée des bouchons parce qu'ils n'ont pas la même forme. Et les globules rouges déformés sont moins souples. Et c'est ce qui va vraiment être la cause de crises parfois très très douloureuses qui vont conduire à des hospitalisations parce qu'il n'est pas possible de les soulager à la maison. Donc voilà déjà de quoi souffrent les personnes drépanocytaires. Parfois, le seul traitement pour les soulager, ça va être la morphine, donc en milieu hospitalier. Cette mauvaise circulation du sang va créer à un moment donné un manque d'oxygénation des tissus, donc des nécroses des tissus à un moment donné. Il y a aussi de phénomènes plus graves comme ce qu'on appelle le syndrome thoracique aigu. Chez les garçons, le priapisme, c'est-à-dire une érection prolongée, qui peut être grave. Il y a également des risques d'AVC, même à un très jeune âge. Il y a un jeune garçon de 4-5 ans que nous suivons actuellement, en tout cas dont nous suivons l'évolution, qui a été victime d'un AVC. Et puis d'autres complications peuvent apparaître en grandissant et atteindre de nombreux organes. Beaucoup se font opérer à un moment donné de la hanche, car la tête fémorale peut être nécrosée. Alors à quel moment se manifeste la première crise? Ça, voilà, ça varie aussi d'une personne à l'autre, mais globalement, on va dire à partir de 6 mois, les crises peuvent survenir parce que lorsque l'enfant naît, il est protégé pendant à peu près 6 mois par une hémoglobine qu'on appelle hémoglobine F fétale. Donc ça évite des crises. Après, cette hémoglobine F va à un moment donné disparaître et laisser place à son hémoglobine normale, donc l'hémoglobine S. Donc en ce moment-là, les crises peuvent commencer à apparaître. Quels sont les traitements disponibles sur le marché actuellement? Pour les traitements, on va dire c'est un peu compliqué. On va dire aujourd'hui que la drépanocytose est une maladie incurable, entre guillemets. C'est une maladie chronique, c'est-à-dire que on l'a à vie. Les premiers traitements, ça va d'abord être des traitements de fond. On met les enfants sous un antibiotique qui s'appelle Auracilline en France ou Pénivé par exemple au Congo. Donc c'est un antibiotique qui va en fait couvrir l'enfant jusqu'à à peu près l'âge de 14 ans. On le prend tous les jours pour prévenir des infections de type bactériel. Ensuite, la vaccination pour protéger contre les virus. Donc tout type de vaccin. Donc tous les ans contre la grippe, ou de vaccin contre le méningocoque. Voilà. Il y a un calendrier vaccinal à respecter. Donc, comme j'ai dit, c'est pour protéger contre les virus. Donc, antibiotiques pour protéger contre les bactéries, les vaccins pour protéger contre les virus. En traitement de fond, on va avoir également l'acide folique. C'est un médicament qui aide à la fabrication des globules rouges. Donc, selon l'âge et les besoins, ça peut être tous les jours ou 10 comprimés par mois ou 15 comprimés par mois. Ensuite, il y a un traitement qu'on appelle l'hydroxyurée, soit hydrea, soit cyclose, qui aide donc à la fabrication de l'hémoglobine fétale F, comme ce que j'ai mentionné précédemment. Ça permet de diminuer le nombre de crises et d'augmenter le taux d'hémoglobine dans le sang.
et ça dépend d'une personne à l'autre, ça prend bien ou pas. On va également préconiser la vitamine D pour protéger contre le tissu osseux. Pour augmenter le taux d'hémoglobine dans des cas sévères et baisser les risques d'AVC, on peut faire ce qu'on appelle des transfusions, l'échange transfusionnel. Pour certaines personnes, c'est toutes les 6 semaines ou tous les 2 mois, parce que sans ça, ils ne peuvent pas survivre. Ils sont vraiment exposés à des risques importants d'AVC. Après, il y a ce qu'on appelle, avant de parler de ce traitement thérapeutique, on va avoir aussi des traitements en cas d'urgence, en cas de douleur. Ça va être donc du paracétamol d'un premier niveau, l'ibuprofène si la douleur ne passe toujours pas. Ensuite, le tramadol ou le contramal. Ça, c'est pour traiter la douleur dans un premier temps à la maison. Et si elle ne passe toujours pas et qu'il faut être hospitalisé, il va y avoir d'autres types d'antidouleurs comme le Nubin ou la morphine. Alors aujourd'hui, il y a 2 méthodes pour guérir la drépanocytose. Il y a la greffe de la moelle osseuse et la thérapie génique. La greffe de la moelle osseuse consiste donc à remplacer la moelle qui produit des globules rouges malades par une moelle saine qui va produire des globules rouges normaux. Pour cela, il faut qu'il y ait une compatibilité dans la fratrie, ce qu'on appelle HLA compatible, c'est-à-dire au sein de la fratrie, il faut qu'il y ait un frère ou une sœur HLA compatible avec l'enfant malade. Et plus le traitement s'est fait tôt, plus il y a des chances de réussite. Il me semble que la greffe de la moelle osseuse est préconisée jusqu'à peu près l'âge de 14-15 ans. Ensuite, dans des cas sévères, s'il n'y a pas de compatibilité dans la fratrie, ou s'il n'y a tout simplement pas de frère ou de sœur, on peut proposer la thérapie génique. Mais la thérapie génique est très récente. Le premier test a eu lieu en France à l'hôpital Necker Enfants Malades en 2014. Bon, c'est une réussite jusqu'à aujourd'hui, mais on n'a pas assez de recul. Donc voilà à peu près les 2 moyens, méthodes qui sont proposés dans des cas sévères pour guérir de la drépanocytose. Sachant que la greffe de la moelle osseuse, c'est comme toutes les greffes, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. C'est vraiment dans des cas très sévères qu'on va la proposer. Encore faut-il qu'il y ait une compatibilité dans la fratrie. Ensuite, il va y avoir des suivis réguliers, des examens, des radios, voilà, pour détecter ou prévenir des complications, des prises de sang, des examens d'urine, des échographies, radiographies, des IRM, échodoppler transcrânien. Et en termes de traitement, il y a aussi l'alimentation qui est très importante et l'hyperhydratation. Les personnes drépanocytaires doivent boire beaucoup d'eau, au moins 1,5 litre par jour, si ce n'est 2, parce que l'hydratation va améliorer le transport de l'oxygène dans le sang en rendant les globules rouges plus souples. Quelles sont les actions que vous menez en France et en Afrique? Alors, nos actions aujourd'hui au sein de notre association Espoir Opelikia, c'est sur 6 axes: informer, inciter au dépistage, exiger le résultat des examens néonataux, encourager le don du sang, financer la recherche et soulager les malades, surtout dans les zones où l'accès aux soins est difficile, notamment en Afrique. Donc informer parce que cette maladie reste encore méconnue et incomprise aussi. Donc nous organisons des actions de sensibilisation de différentes manières, comme aujourd'hui auprès de vous. Lorsque nous sommes invités, nous faisons notre maximum pour être présents. Tous les ans, nous organisons une journée de sensibilisation. Donc la prochaine aura lieu le 22 juin en région parisienne. Donc voilà, vraiment informer par tous les moyens. Nous avons une page Facebook, nous sommes sur Instagram
et bientôt nous aurons notre site internet. Ensuite, inciter au dépistage parce que ça c'est vraiment la base. C'est très très important parce que beaucoup de personnes sont porteurs du gène S et l'ignorent. Donc nous vraiment notre action est très ciblée au niveau du dépistage. Ensuite, exiger les résultats des examens néonataux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, en région parisienne, depuis les années 2000, on pratique ce qu'on appelle un dépistage néonatal. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est préconisé, c'est systématique. Malheureusement, lorsque l'enfant est AS, on ne transmet pas toujours les résultats aux parents. Il y a encore des enfants qui sont nés en France et qui découvrent à l'adolescence qu'ils sont porteurs du gène parce qu'ils ont une douleur ou au détour d'un examen. Ça, c'est pas normal alors que les examens sont pratiqués. Donc, notre combat, c'est de faire en sorte que dans tous les hôpitaux, on transmette les résultats aux parents. Et d'ailleurs, quel qu'il soit, que l'enfant soit AA ou AS, que chaque parent soit informé du résultat. C'est aussi un moyen de parler de cette maladie, mais aussi de permettre à chacun de prendre des décisions en connaissance de cause, plutôt que de laisser les gens dans l'ignorance, sachant aussi que les personnes AS peuvent développer des symptômes en grandissant. Et donc pour nous, c'est vraiment un combat. Nous avons saisi le défenseur de droit l'année dernière. Nous attendons toujours la réponse parce que nous souhaitons connaître la pratique au niveau des hôpitaux en France. Ensuite, encourager le don du sang. C'est très important déjà de donner son sang pour tout type de pathologie. Nous sommes tous concernés par le don du sang. Dans la drépanocytose, il y a une particularité, c'est qu'il faut qu'il y ait une compatibilité entre les donneurs et les receveurs. C'est-à-dire, lorsque vous recevez du sang ponctuellement, peu importe que la personne soit d'origine africaine, caucasienne, indienne ou pas, parce que ce n'est pas régulier, donc ça ne pose pas de problème. Le problème va se poser pour des personnes qui vont régulièrement être transfusées. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sang des personnes d'origine afro et le sang des personnes de type caucasien diffèrent quand même quand on va dans les phénotypes, quand on va un peu plus loin dans les analyses. Donc il est important que des personnes drépanocytaires reçoivent massivement du sang des personnes de même type qu'eux pour éviter des risques d'immunisation. Parce qu'une personne qui est transfusée régulièrement, si elle reçoit un sang qui n'est pas compatible, à un moment donné, il va y avoir un rejet. Donc c'est une personne qui sera de plus en plus difficile à transfuser, voire impossible à transfuser. Sachant que la transfusion peut être parfois la seule solution pour sauver des malades. Donc nous insistons auprès de la communauté afro pour donner son sang le plus souvent possible. Ensuite, soulager les malades. Soulager les malades aujourd'hui, nous essayons plutôt d'être présents en Afrique. D'abord au Congo parce que nous sommes majoritairement originaires du Congo. Donc nous avons commencé par apporter de l'aide au Congo. Comme vous savez, vous pouvez vous en douter, c'est l'accès aux soins dans les pays d'Afrique n'est pas du tout pareil qu'en Occident. Donc il y a beaucoup de personnes démunies, malades, qui n'ont pas accès aux soins. Donc nous essayons d'apporter notre aide en finançant l'achat des médicaments. Et nous voulons aller encore plus loin pour signer des conventions avec des hôpitaux pour prendre en charge des malades. Nous voulons également apporter de l'aide au niveau de l'hygiène et de l'alimentation parce que quand on est malade, c'est important. Quand on est démuni et qu'on n'arrive déjà pas à se nourrir, c'est compliqué. Et troisième volet, c'est pouvoir aussi aider les personnes à subvenir à leurs besoins ou avoir accès à l'éducation. Donc voilà vraiment des missions qui nous tiennent à cœur pour tendre la main à ceux qui ont un peu moins de chance que nous parce que nous ici en Europe, en France, nous avons quand même accès aux soins de qualité et ce n'est pas le cas partout et vraiment il est important
pour nous qui sommes à l'étranger, à l'extérieur, qui avons des possibilités d'apporter notre aide, de faire vraiment notre maximum pour aider les autres et assurer une certaine justice. Quel est le message que vous souhaitez faire passer aux personnes qui vous écoutent? Le message que je souhaiterais faire passer, c'est par rapport d'abord au dépistage. Il faudrait vraiment que les gens prennent conscience qu'ils sont concernés par cette maladie. Donc, tant qu'on n'a pas un document qui indique qu'on est AA, on ne peut pas dire qu'on n'est pas concerné. Seul le test du dépistage de la drépanocytose peut permettre de dire si on est porteur du gène ou pas. Donc, lorsqu'on a des projets d'enfants, c'est vraiment très important de faire ce dépistage. Au XXIe siècle et en Occident, à plus forte raison, il n'est vraiment pas normal de laisser les parents faire les enfants en toute ignorance. Donc voilà, nous insistons sur ce point. Et puis nous voudrions également avoir un message d'espoir envers ceux qui souffrent de cette maladie aujourd'hui. Nous espérons vraiment que demain il y aura un traitement pas lourd et accessible à tout le monde pour se débarrasser de cette maladie. Donc je souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui en souffrent, à leurs parents, à leurs proches qui les entourent. Et je vous remercie pour votre invitation ainsi que les auditeurs. Et j'espère avoir été utile par cette intervention. Et j'espère également que notre association sera utile à tout le monde. Merci beaucoup.